Bonjour, je suis de retour. C'est pour la suite du sujet concernant le coronavirus. Donc, je vais continuer ce que j'avais commencé, mais aussi je vais répondre à deux questions. La première peut paraître sans lien vraiment direct dans un sens. Avec le sujet, quelqu'un m'a posé la question pour le choix de la photo, le pan couvert. Ben, le choix n'est pas anodin, c'est pas le hasard. Donc, le pan, comme tous les ponts, il est suspendu, donc il y a le vide en dessous de nous. Donc en réalité, on est dans cette situation-là, on ne sait pas ce qui s'en vient, bien qu'en réalité, ce qui va venir va dépendre de nos actions, comment on a réfléchi, comment on a décidé de changer ou non, dans un sens ou dans l'autre. Les choses peuvent aller tellement bien, mais peuvent empirer aussi. Donc on est dans le vide d'une certaine façon. Le pont, c'est un pont couvert, donc on est sombre à l'intérieur et on n'est pas dans le noir, mais presque. Donc ça aussi, ça a un sens. On est dans une période sombre de l'histoire de l'humanité actuelle. Et l'autre chose, c'est qu'au bout, on voit une lumière au fond. Et donc ça fait allusion à la lumière au bout du tunnel. Et dans ce cas, il y a deux explications distinctes. C'est soit la lumière au bout du tunnel de la mort imminente, ou celle de l'espoir. Parce que ça va dépendre vraiment de nous. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. L'homme doit comprendre maintenant. C'est une des chances qu'on a de comprendre et d'assumer les conséquences de nos actions et de nos inactions. Les conséquences avant, quand les conséquences étaient sur la planète, sur je sais pas, d'autres personnes, ça nous dérangeait pas. Maintenant, je pense, on vient de se rendre compte qu'on est tous sur le même bateau. L'impunité ne sera plus là. C'est-à-dire, aussitôt qu'il y a une action qu'on fait, qui a des conséquences sur quelqu'un d'autre, bah, le boomerang va revenir et on va payer pour nos actions. Donc, c'est le moment de prendre les bonnes décisions. C'est le moment de commencer à respecter tout le monde, respecter la planète. Donc, le tunnel, c'est ça. On est à la croisée des chemins. Il faut que les gens commencent à comprendre qu'il faut qu'ils prennent les bonnes décisions pour tout le monde. Donc l'égoïsme doit absolument baisser et la compréhension et le savoir doit absolument augmenter. Il faut devenir plus responsable. Ça, c'est pour le choix de la photo. L'autre question qu'on m'a posée, parce que j'avais parlé de système immunitaire, renforcer le système immunitaire. Mais d'abord, avant d'aller là, je vais juste faire un rappel. C'est quoi la première publication concernant le coronavirus? Ce qu'il faudrait retenir, c'est que le virus est extrêmement contagieux. C'est-à-dire, si on compare à une grippe normale que tout le monde connaît, lui est plus contagieux. C'est-à-dire, la présence d'une personne proche de nous qui est contaminée, ben, elle va nous transmettre beaucoup plus facilement que le faisait le virus de la grippe. La deuxième partie, c'est que ce virus est très virulent. Moi, j'ai de la difficulté avec l'expression très virulent parce que ça dépend de qui. On a vu des personnes en haut de 100 ans qui ont guéri relativement facilement, alors que d'autres qui sont morts assez rapidement du même virus. Donc, en réalité, la virulence, ce qu'elle met en évidence, c'est que à quel point l'être humain est devenu faible. C'est-à-dire l'immunité de l'être humain en général est devenue faible. C'est pour ça qu'il y a tant de conséquences. Et ça, c'est lié à notre système de vie. Donc le virus est contagieux, un, retenir ça. Deuxièmement, il est virulent, et ça va dépendre de votre état de santé général. La raison de confinement, je le rappelle, c'était pour limiter la propagation, de sorte qu'il n'y ait jamais moins d'infirmières, de médecins et d'appareils de respiration que ça nécessite. J'ai donné un exemple. Si 21 personnes ont besoin d'un respirateur d'assistance artificielle, finalement, s'il y en a juste 20 appareils, malheureusement, une personne ne pourra pas l'utiliser. Si c'est grave, cette personne pourra mourir à cause qu'il manque un appareil ou du personnel ou les deux. Donc, la raison du confinement, c'était ça. L'autre chose, qui peut être infecté par ce virus? Ben, c'est 100% des êtres humains. Donc il n'y a aucun être humain, parce qu'il est blanc, jaune, rouge ou je ne sais pas quoi, qui ne peut pas être contaminé aussitôt que tu es en contact avec le virus. Si tu le touches, si c'est introduit en toi, ben, il va t'infecter. Donc 100% des humains sont potentiellement victimes de ce virus. Pour qui il peut être grave? Ben, c'était ça le sujet, c'est ça d'ailleurs pourquoi il y a une deuxième partie. Donc généralement, c'est les personnes qui sont fragiles, c'est-à-dire des gens qui ont des maladies chroniques ou des maladies aiguës ou qui ont un système immunitaire affaibli de façon chronique, c'est-à-dire continue, ou de façon aiguë, c'est-à-dire pour une raison ou pour une autre, en ce moment, disons, la dangerosité de ce virus est liée au système immunitaire, aux défenses propres à chaque personne. Et ça, ce que j'ai expliqué la dernière fois, et je reviens maintenant là-dessus, c'est que il faut pas penser que parce qu'on est confiné, on s'en sort. Le fait du confinement, je le répète, c'était pour qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps, mais la journée que le confinement va finir, et c'est ça le point important, tu ne pourras pas vivre le restant de ta vie cloîtré, il faut que tu sortes. Et quand tu vas sortir, la probabilité que tu sois en contact avec ce virus, et d'ailleurs il ne faut pas avoir l'esprit étroit, et on aura probablement d'autres virus, bactéries ou je ne sais pas quoi, la dangerosité de ce virus sur toi est directement liée à ton état de santé.
et ton état de santé. Oui, les personnes âgées sont plus faibles pour X raisons que j'avais énumérées la dernière fois, mais aussi pour d'autres raisons. Donc, si maintenant tu es safe, comme on dit, parce que tu es quasiment cloîtré, il faut que tu prévois que cela ne durera pas éternellement et à un certain moment tu vas sortir et quand tu vas sortir, tu vas probablement, potentiellement être exposé à ce virus. Et si tu penses que c'est question de chance ou de malchance, c'est une erreur fondamentale. Donc moi, ce que j'expliquais, c'est qu'une fois que tu es à l'extérieur, une fois que tu es touché par le virus, ta réaction va dépendre de l'état de ta santé. Et l'état de ta santé, tu as une emprise assez importante sur lui. Est-ce que les gens peuvent améliorer leur système immunitaire? Et la réponse, c'est oui. Dans la majorité des cas, c'est faisable en théorie. En pratique, il faut que tu le fasses. C'est-à-dire, si tu sais quoi faire et tu ne le fais pas, autant ne pas le savoir. Il faut que tu l'appliques. Et malheureusement, l'application, c'est pas une petite pilule miracle qu'on prend. C'est des changements profonds. Donc, quelles sont les raisons qui font que ton système immunitaire est faible? Il faut savoir ces raisons pour les éviter. Bon, la première, quand je dis la première, c'est celle que je parle en premier, mais c'est celle qui est la première en termes d'importance. C'est le stress qui est le numéro un. Donc la peur, la panique, c'est la chose numéro un qui va réduire ton système immunitaire et te rendre fragile. Et pourquoi on est stressé? Je vais expliquer ça, je vais essayer d'être en même temps court mais donner assez d'informations. Les conditions de vie actuelles ne sont pas adaptées au corps humain tel qu'il est fait. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, c'est un réveil, le réveil sonne, il faut que tu te lèves vite, il faut que tu te laves vite, il faut que tu prépares à manger vite, il faut que tu ailles travailler vite, et quand tu arrives au travail, il faut produire plus en moins de temps, et il faut que tu sortes, il faut payer telle facture, il faut courir, et entre-temps, dans les moments, disons, dits de relaxation, et que c'est vraiment exactement l'inverse, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé, ils lisent des journaux, et malheureusement, les télés, puis ça, ils captent l'attention des gens, parce que c'est question de code d'écoute et de vente de publicité, ils captent l'attention des gens en faisant quoi? En parlant de sensationnel. Donc bon, c'est tout le temps, tel est mort, tel a été violé, tel a été volé, on a attrapé un bien-être social qui détournait de l'argent et ainsi de suite. Évidemment, on ne va jamais parler des vrais sujets qui touchent les gens. C'est comme un petit jeu juste pour vous stresser assez, pour vous rester collé là. Et ça va acidifier votre système. Comment dire, vous gardez dans un état d'anxiété et de peur qui est incompatible avec une vie normale. Et le stress, physiologiquement parlant, c'est quoi? C'est-à-dire quand il y a du stress, il y a une hormone qu'on appelle le cortisol, il y a une information, quand tu es stressé, le cerveau analyse la situation, il envoie une information aux glandes surrénales parce que c'est collé par-dessus les reins, et eux vont libérer le cortisol. Le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? L'une des choses qu'il fait, c'est dire, donner l'information au corps que, en ce moment, il faut que tu bloques toutes les autres fonctions et t'occuper juste le stress ponctuel. C'est-à-dire, si tu vois, je ne sais pas, un zèbre qui se fait attaquer par un lion, le zèbre est en train de digérer, est en train de regarder, est en train de faire beaucoup de choses, son corps, de façon consciente et inconsciente, son corps est en train de faire beaucoup de choses. Quand cette hormone est libérée, tout arrête, stop. Il n'y a plus de digestion, plus de ça. Toute la force, toute la concentration, toutes les ressources du corps sont utilisées pour fuir ce lion. Parce que c'est mieux, il vaut mieux fuir le lion et digérer plus tard qu'avoir une bonne digestion et se faire digérer par le lion. Donc on comprend. Donc le cortisol, la présence du cortisol, le corps dans l'évolution, il a synthétisé, il a fabriqué pour cette raison. Et normalement, qu'est-ce qui arrive? Le lion attaque, il court, ça dure quelques secondes, quelques minutes, puis après il se calme, il respire et le cortisol disparaît. Et qu'est-ce qui fait quand le cortisol disparaît? C'est très simple, la digestion reprend et d'autres fonctions reprennent normalement. Avec le mode de vie stressant des êtres humains maintenant, le taux de cortisol reste élevé. Donc toutes les autres fonctions comme la digestion, donc beaucoup d'autres choses, des réparations importantes pour le corps humain, ne se font pas. Et le corps se détériore. Donc c'est lié à beaucoup de maladies. La présence du cortisol crée de l'obésité. La présence anormale du cortisol à cause du stress du monde où on vit actuellement, ça fragilise les intestins. C'est lié aussi, il y a beaucoup d'études qui l'ont lié à des maladies graves comme l'Alzheimer, le Parkinson, puis ça. C'est-à-dire que le cortisol empêche le corps de bien fonctionner. Quand c'est ponctuel de temps en temps, parce que dans la vie, il peut y avoir du stress de temps en temps, c'est normal, mais avec le style de vie où on est en permanence stressé, ce n'est pas normal et ça, c'en est une conséquence. Donc la première chose qu'il faudrait faire, c'est baisser le stress. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour le baisser. Commencer par fermer la télé, la radio et les journaux. Ne plus toucher à ça. C'est l'une des façons, mais il y en a d'autres choses. À part le stress, vous allez voir, tout est lié. L'autre chose, c'est le repos, le sommeil.
Pendant une période, les gens sont trouvés malins de dire: ah, moi, je dors juste 4 heures par jour. Ben, ça, c'est une connerie incroyable. Il n'y a pas de nombre d'heures normal qu'il faudrait dormir. Ce nombre d'heures dépend d'une personne à l'autre. Et même pour une même personne, il peut varier en fonction des activités qu'on fait, en fonction de l'âge, en fonction de plusieurs choses. Comment on peut déterminer le nombre d'heures qu'une personne doit dormir? C'est très simple. Tu dors quand tu as envie de dormir et tu te lèves quand tes yeux ouvrent. Supposons tu travailles à 8 heures du matin, mais tes yeux veulent ouvrir à 9 heures. Je ne dis pas qu'il faut que tu n'ailles pas au travail, c'est pas ça. Mais il faut que tu décales. Si tu es responsable, si tu es une personne responsable, il faut que tu décales. Tu commences. C'est-à-dire, si tes yeux s'ouvrent à 9 heures, alors qu'à 8 heures, il fallait que tu sois au travail, ben arrange-toi qu'ils ouvrent minimum à 7 heures. Donc, tu décales tes heures de sommeil. C'est-à-dire, tu commences à dormir plus tôt. C'est-à-dire, si tu as besoin de 8 heures, tu vas dormir 8 heures et arrange-toi pour que ce 8 heures fit avec le reste de tes habitudes de vie. Ou moi, je parle du sommeil parce que c'est un point aussi important que le stress. Il faut comprendre que quand on dort, si on met des électroencéphalogrammes et on regarde l'activité du cerveau durant le sommeil, on se rend compte que le cerveau est aussi actif durant le sommeil que pendant qu'on est éveillé, pendant qu'on est conscient puis qu'on marche. La différence, c'est pas les mêmes zones. C'est-à-dire, quand tu dors, c'est le moment d'accumuler toutes les informations de la journée, de les digérer, de les classer, mais aussi de réparer. D'ailleurs, ça a été prouvé que quand quelqu'un dort, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent suivant un ordre particulier. Il y a d'ailleurs un produit chimique, une molécule qui serait la plus efficace contre les tumeurs, et elle, c'est le cerveau qui la libère, mais ça, c'est juste quelques instants avant de se réveiller. C'est-à-dire, si ton corps veut se réveiller à 7 heures du matin, mais toi, tu as mis ton réveil, tu t'es levé à 6 heures, malheureusement, tu as privé ton corps de ce produit réparateur. Et si tu le fais une journée, je dirais pas que c'est pas grave, mais si tu le fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la longue, ça a un impact majeur sur ta santé. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Il y en a des milliers comme ça. Donc, dormir, c'est un point important. Il faut donner à ton corps le nombre d'heures de sommeil qu'il veut. Et ça concerne la sieste aussi. Là aussi, évidemment, oui, mais je travaille, je peux pas. On est là pour trouver les solutions, pas pour trouver la petite bête, pour trouver des justifications. De toute façon, les gens sont tout le temps soit en train de trouver des solutions, soit en train de trouver des complications. Retenez ça, le stress en un, le repos, le sommeil en deux. La respiration. Tout le monde respire, mais tout le monde ne respire pas de la bonne façon. D'ailleurs, la respiration sert pour beaucoup de choses, mais la première des choses, c'est oxygéner tes cellules. C'est-à-dire tes cellules de ton corps humain, pour fonctionner, ils ont besoin d'oxygène. Quand tu respires, ce n'est pas de l'oxygène qui rentre, c'est de l'air. Mais dans cet air qui rentre, au niveau des poumons, les alvéoles vont capter l'oxygène. Il y a des échanges entre l'air à travers les poumons qui passent dans le sang. C'est-à-dire que l'oxygène est capté par les globules rouges qui est dans le sang. Et ces globules rouges vont prendre cet oxygène, ils vont le distribuer à tout ton corps. Mais si on fait une analyse, par exemple, si on prend une personne aujourd'hui, puis on voit combien elle a d'oxygène dans le sang, pour simplifier un peu, ben cette quantité d'oxygène dans le sang peut augmenter si tu changes ta façon de respirer, soit 24 heures sur 24, soit de façon ponctuelle le matin ou quelque chose. Donc il y a des techniques de respiration à améliorer ta respiration. Ça se fait. Ça aussi, c'est quelque chose qui va jouer dans la santé globale. Donc, baisser le stress, se reposer plus, mieux respirer. L'autre chose, on se sent obligé de tout le temps faire quelque chose. Ah, il faut courir, il faut regarder ça, il faut ouvrir ça, il faut répondre à un message, il faut lire ceci, il faut cela, cela. On oublie que l'une des choses aussi, à part dormir, c'est le silence. À un certain moment, rien. Tu t'assieds et tu fais rien. Ça aussi, c'est extrêmement réparateur. L'autre chose, c'est l'air frais. Pourquoi je l'ai mis à part? Parce que la respiration, c'est pas... Tu vas pas bien respirer uniquement quand tu es dehors. Il faut que tu respires tout le temps. Tu améliores ta respiration tout le temps. Maintenant, l'air frais, c'est autre chose. C'est-à-dire quand tu es à l'extérieur. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste de l'air qui rentre, c'est des senteurs, c'est beaucoup d'autres choses. Donc l'air dehors, il faut sortir dehors. L'être humain, comme n'importe qui, on n'avait pas été fait pour rester à l'intérieur. Donc il faut aller dehors. Il faut absolument aller dehors. Il faut que ça fasse partie des priorités importantes. Il faut se reconnecter avec la nature. Autre chose, ça c'est à double tranchant, le sport. Donc on dit tout le temps que le sport est important. Moi je dis il faut faire vraiment attention. Il est puis il l'est pas. Moi je te dis quelqu'un qui a une vie normale, qui marche normalement pour aller travailler au travail, quelque chose, qui me demanderait à moi, est-ce que tu penses que je devrais faire du sport? Moi je préfère qu'il n'en fasse pas que qu'il en fasse trop.
Et c'est ça le problème, c'est que maintenant, toutes les informations qui nous arrivent ne sont pas neutres, c'est pas de la science fondamentale, c'est tout le temps lié à des commerces, c'est tout le temps lié à une vente. On fait une publicité pour te vendre des souliers de course et pour que tu payes pour un marathon, pour que tu fasses ça, pour que tu fasses ceci, et ainsi de suite. On ne pense pas vraiment à toi. On donne des demi-vérités que le sport est bon, mais on dit juste les bons côtés. Non, plus tu fais de sport, plus ton temps de récupération, ce que tu dois manger, ce que ça, doit s'adapter en fonction de ça. Donc si quelqu'un s'arrange pour avoir des moments pour faire du sport, mais aussi des moments pour mieux récupérer, et que le sport soit d'une certaine façon modéré et adapté à son état de santé au moment qu'il le fait, c'est une bonne chose. Mais l'idée de sortir, dire j'ai décidé de changer de vie, je vais commencer. Les gens changent rien, changent pas ce qui leur stresse, changent pas leur nourriture, et ils dorment pas plus, ils font rien de plus, rien de moins, ils changent juste le sport. Ils disent je me donne comme but de faire dans 2 ans un marathon. C'est pas ça, c'est pas question de marathon, pas marathon. C'est question de faire du sport. Et le sport, pourquoi il est important? Ben, pour plusieurs raisons. Premièrement, le cœur, quand il bat, il fait circuler le sang. Donc la raison d'être du cœur, c'est faire circuler le sang. Et pourquoi le faire circuler? Pour qu'il aille à tous les organes, toutes les cellules, leur donner de l'oxygène et des aliments qui ont été digérés. C'est-à-dire, une fois traversé l'intestin, les aliments vont être distribués. Le sang est un distributeur d'oxygène et d'aliments pour le reste. Mais le problème, c'est que quand les cellules fonctionnent, il y a des déchets, ce qu'on appelle le catabolisme. Et une bonne partie de ces déchets passe dans la lymphe. Donc il y a le système sanguin, puis il y a le système lymphatique. Et cette lymphe, il n'y a pas de cœur. Il y a un cœur pour le sang, mais il n'y a pas de cœur pour la lymphe. Pour qu'elle circule, pour que l'élimination se fasse bien, ça prend une augmentation du métabolisme. Donc quand quelqu'un va sortir dehors et accélérer, commencer à courir un peu, cette lymphe va mieux circuler au lieu de rester stagnante et causer des problèmes. Donc elle va mieux circuler, la personne va mieux éliminer, et même quand on court, on respire mieux, les capacités respiratoires augmentent, c'est-à-dire quand tu fais un effort, puis ça, les poumons finissent par devenir plus efficaces. Donc le sport c'est bon, le piège c'est penser qu'il faut se défoncer, ou ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui veut flasher ou faire comme tous les autres, peut le faire, mais moi je vous dis, ce n'est pas une bonne chose. Bon, une partie qui est vraiment importante aussi, qui est quasiment majeure et dans la tête de plusieurs personnes, généralement quand quelqu'un veut faire des changements, il ne pense qu'à ça, c'est l'alimentation. Elle a une importance incroyable, mais elle ne peut pas être prise isolée, de façon isolée, sans tenir compte de tous les autres facteurs. Évidemment, tout ce qui rentre dans vos yeux, dans vos oreilles, les pensées qui trottent à la journée longue dans votre tête ont une influence incroyable, mais la nourriture, pourquoi les gens lui donnent plus d'importance, et elle le mérite d'une certaine façon, c'est parce que c'est plus tangible, c'est plus physique. Donc elle joue un rôle extrêmement important. D'ailleurs, on connaît tous quelqu'un qui n'a fait de changements que sur ça, c'est pas ça que je conseille, vraiment pas ça, mais il y a des gens qui n'ont fait de changements qu'au niveau d'alimentation et qu'on a noté peut-être pas à long terme, mais au moins à moyen court terme, on a noté des changements positifs majeurs dans leur vie. Il y a des aliments qui sont vraiment considérés quasiment comme des poisons pour le corps humain et qu'il faudrait considérer éliminer. Quand je dis un, c'est pas plus important que d'autres, c'est la farine blanche. De préférence, la remplacer par une farine plus complète. Et même dans les farines complètes, il y a des qualités. Il y en a qui sont biologiques. L'essentiel, si on rentre trop dans le détail, on ne finira jamais. Le sucre raffiné, le sucre blanc, qu'il faudrait lui aussi le remplacer par du sucre brut. Il est blanc parce qu'il y a des produits chimiques qui l'ont blanchi, puis il faut le remplacer par du sucre plus brut et de baisser la quantité totale de sucre consommé aussi. L'autre chose, c'est les boîtes de conserve. Donc non seulement la boîte, la partie métallique elle-même du conserve, elle dégage des produits dans l'aliment en tant que tel qui ne sont pas bons, euh, mais aussi il y a énormément d'additifs dessus qu'il faudrait vraiment éliminer. Le sel aussi, le sel qu'on est habitué à utiliser, c'est le sel iodé commercial. Donc lui aussi, est-ce que quelqu'un peut vivre sans sel? J'ai l'impression que d'une certaine façon, non. Mais tant à faire, il faut utiliser de préférence du sel himalayen. Ça se vend un peu partout. Et il est un peu cher, pas tant que ça, mais il est un peu cher. Il y a le sel marin aussi qui est moins cher que l'himalayen, donc c'est mieux que le sel iodé du commerce. L'eau, il faut éviter, à la limite du possible, de boire et l'eau du robinet et l'eau en bouteille.
L'eau en bouteille, on peut parler en langue, on peut donner tellement d'autres raisons pourquoi il faut éviter ça. Mais si on reste juste de point de vue qualitatif, prendre de l'eau de robinet et le passer dans un filtre simple, je pense, moi, j'utilise le Zero Water ou quelque chose comme ça. C'est un filtre simple, donc ça augmente la qualité d'eau. C'est mieux que l'eau du robinet tout court et beaucoup mieux aussi que l'eau en bouteille. Et ça a énormément d'importance. L'autre chose, l'huile. On a tendance à l'huile que la majorité des gens utilisent doit être changée. Il faut utiliser plus l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco. C'est beaucoup mieux. La consommation de fruits et légumes, tout le monde le dit qu'il faut augmenter. Moi, je parle de fruits secs aussi, mais de fruits frais et de légumes. Et avec une bonne partie de ça qui doit être, comment dire, cru. Pourquoi cru? Parce que oui, augmenter la quantité de légumes est bonne, mais quand c'est cru, parce qu'à la cuisson, il y a beaucoup disons, euh, pas de principes actifs, mais il y a beaucoup de choses qui sont très positives dans les légumes qui sont perdues à la cuisson en partie. Donc, avoir l'habitude de manger des légumes crus, évidemment biologiques et ainsi de suite, c'est aussi une bonne chose. Autre chose, on a tendance à manger tout le temps les choses qu'on aime, c'est-à-dire on va choisir à l'intérieur des conseils qu'on nous donne les choses qu'on aime, c'est tout à fait normal, mais il faudrait faire un effort pour diversifier. De temps en temps, manger des choses qu'on aime moins un peu. Pourquoi? Parce que ça contient des choses qui peuvent être vraiment très bonnes pour nous. La diversification est un point aussi important. À la limite du possible, j'ai à la limite du possible, mais en réalité, c'est quasiment une nécessité. Il faudrait manger biologique. Donc, éviter tout ce qui est agent de conservation, colorants artificiels, saveurs artificielles, OGM, pesticides, insecticides, fongicides, hormones de croissance, glyphosate, toutes ces choses-là, il faudrait les éviter. Il y a bien sûr l'alcool, il y a les cigarettes, il y a les ondes électromagnétiques, la Wi-Fi, maintenant la 5G qui s'en vient, la consommation excessive de médicaments. Il y a énormément de choses à dire et moi je le dis tout le temps, euh, il n'y a aucun message que moi ou quelqu'un d'autre qui va écrire en 2 3 minutes ou 1 heure ou 5 jours que vous allez lire et que vous allez changer. Pour changer, il faut vraiment décider qu'il y a un changement majeur et ça commence vraiment par la connaissance. C'est-à-dire, votre cerveau, s'il est normal, il va faire tout pour que vous ne changez pas. C'est-à-dire, le cerveau va essayer tout le temps de fournir le minimum d'efforts. En effet, comme ça, le cerveau est fait comme ça et c'est une bonne chose. Le problème, c'est que dans votre zone de confort, dans ce que vous êtes habitué de manger et ainsi de suite, vous essayez, c'est-à-dire même quand on vous donne l'information, si je vous donne de l'information très 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 complète, vous n'allez retenir que ce qui fait votre affaire et qui va vous pousser à ne pas changer ou qui va juste confirmer ce que vous faites déjà ou ce que vous pensez déjà. Alors qu'il y a des points qui sont importants, qui sont soit passés inaperçus, ou s'ils vous froissent, au lieu de dire oui, c'est vrai, je fais ça mauvais, il faut que je change, non, vous allez attaquer la personne ou l'idée. Ah, mais non, lui a dit, ainsi de suite. C'est pour ça que je dis c'est des changements majeurs, c'est pas du blabla. C'est pas, ah, j'écoute ça, puis je passe à autre chose. Après ça, il y a des choses, et là j'ai parlé des choses qu'il fallait éliminer, il y a des choses qu'il faudrait ajouter aussi. Il y a certains produits que certains appellent miracles, comme le miel. Bien sûr, quand je parle de miel aussi de façon générale, il y a du miel qui est totalement faux, qui est plein de pesticides, de ceci, de cela, plein de sucre. C'est même pas du vrai miel et il y a du miel de qualité. Donc quand je parle de miel, je sous-entends choisir un bon miel. Est-ce que le bon miel coûte plus cher? Oui, oui, mais ça vaut la peine. Il y a du gingembre, il y a des produits que certains appellent miracles, comme du curcuma, de la vitamine C, du propolis, de l'ail, de l'huile d'olive. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Il y a beaucoup de suppléments alimentaires aussi. Moi, les suppléments alimentaires, je suis quelqu'un qui est d'un côté 100% pour, d'un autre côté, je suis 100% contre. Ça paraît ridicule de dire ça, mais je vais expliquer. Je suis pour parce qu'il n'y a pas de doute que, en théorie, beaucoup de suppléments alimentaires ont un effet incroyablement bon. Ça, c'est indiscutable. Indiscutable. Quelqu'un qui, de bonne foi, puis qui comprend un peu, ne peut pas être contre cette idée. Le problème, c'est une fois qu'un produit devient populaire, ben, ils vont vous vendre. C'est-à-dire les gens ont l'autre réflexe d'acheter le moins cher possible. Et quand tu achètes moins cher, ben, des fois,
le principe, disons, actif est tellement en petite quantité que ça vaut pas la peine. Et pour que la pilule paraisse grosse, il ajoute d'autres choses. Donc finalement, tu achètes un supplément pour améliorer ta santé, mais il y a des additifs qui vont faire l'effet inverse. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai des réserves. L'autre chose, l'être humain étant tout le temps en train de chercher la solution la plus facile qui nécessite le moins d'efforts, ben évidemment, c'est plus facile que j'aille dans un magasin, puis j'achète un supplément, puis j'arrive chez moi, puis je le prends. C'est plus facile que de changer mon comportement et ma vision des choses. C'est plus simple de avaler une pilule que de changer l'heure à laquelle je dors ou l'heure à laquelle je me réveille. C'est plus facile de dire, bon, à partir de maintenant, c'est fini la télé, fini ça. C'est plus difficile à faire ça. Ou de prendre des habitudes, de faire un entraînement, et je le rappelle, modéré, que de prendre une pilule. Donc, quand je parle de tout ça, puis j'ajoute les suppléments, moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens ne retiennent que ça. Qui vont dire, ah, le supplément. Donc, je continue de manger tout ce que je mange, puis je continue de regarder tout ce que je regarde, puis ça, mais je vais ajouter les suppléments. À mon avis, dans des cas comme ça, c'est plus négatif, parce que même, elle a un impact, c'est que tu penses, tu fais un peu plus, donc tu vas te permettre d'un autre côté d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, de toute façon, je prendrai n'importe quel sujet, n'importe quelle petite idée ou quelque chose, je peux en parler de façon infinie, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est un changement profond que ça prend. Il faut que les gens revoient la vie d'une autre façon. Respirez dehors, sortir, ouvrez le cœur. Soyez plus dans l'amour que dans la haine. Lisez. Tout ce qui vous concerne directement est très facile à comprendre. On vous fait croire que c'est compliqué. Les gens peuvent te parler de l'histoire d'un parti politique dans des détails incroyables, mais ils ne sont même pas capables de parler de la digestion ou du cœur ou du cerveau. Donc, commencez à revoir vos priorités, s'il vous plaît. Merci.